Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. Merci pour votre petite patience pendant qu'on réorganisait nous-mêmes ici en salle. Alors, est-ce que tout le monde a bien mangé ou bien reposé pendant le lunch? Oui, super. Alors, on va continuer avec notre programme et cet après-midi, pour commencer l'après-midi, on va avoir une session sur les apprentissages et réalisations, notamment liés à des projets de trajectoire des soins et du service. Et avec ça, j'ai le plaisir de vous introduire un autre membre de notre Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients publics, M. Matthew Jackson, qui va faire l'animation pour cet après-midi. Bonjour. Merci Caro. Je sais pas. Ah, voilà. Merci Caro. Donc, bonjour. Enchanté. Je m'appelle Matthew Jackson. Je suis patient hémophile et responsable de l'École du partenariat au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients publics. Donc, le prochain panel sera ce panel de discussion regroupant quelques équipes responsables de projets de partenariat portant sur l'amélioration des trajectoires de soins et services, abordera des thèmes divers tels que les avantages, les défis, les apprentissages et les réalisations tirées des expériences respectives de ces équipes. Donc ici, avec nous aujourd'hui pour en parler, nous avons Monsieur Hugues, donc je vais y aller de l'autre côté. Monsieur Robert Loma, qui est patient partenaire à l'ICM. Monsieur Hugues Villeneuve, coordonnateur du programme patient partenaire Institut de cardiologie de Montréal. Monsieur Jean-Guillaume Marquis, chef de service expérience usagers et soins spirituels au CIUS de l'Estrichus, et Madame Nicole Chiasson, qui est présidente du comité des usagers des CLSC et CHSLD de Sherbrooke et de l'IUGS CIUS de l'Estrichus. Remarquez que j'ai l'habitude de parler d'acronymes parce que je l'ai fait sans aucune erreur. Donc, on va commencer avec une première question. Pour tous, donc vous aviez tous un projet de révision d'une trajectoire de soins et services pour votre établissement. Alors, quelle était la spécificité de votre projet? On va y aller dans un délai assez restreint parce que vous avez vu que les listes de questions sont chargées, donc pour avoir le temps de discuter. Alors, on va commencer avec le CIUS Estrichus. Good. Donc, nous autres, notre projet s'adressait vraiment en soutien à domicile. Donc, on voulait renforcer le partenariat dans les étapes en amont de la trajectoire, c'est-à-dire à l'évaluation des besoins et puis dans l'élaboration du plan d'intervention en soutien à domicile. Ça concerne 500 intervenants sur un grand territoire répartis dans 20 équipes interdisciplinaires et puis qui offrent des services à 30 000 usagers en Estrie. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en 2015, l'établissement a saisi l'opportunité avec la refonte de la loi 10 pour venir ancrer le partenariat de soins et services dans les fondements de l'organisation. Donc, explicitement le nommer dans la vision, mission, valeur, philosophie de gestion, modèle de performance. Et puis que de ça a découlé des outils, des processus, un cadre de référence. On avait sensibilisé quelques centaines de gestionnaires. Donc, en 2018-19, quand est venu le temps de l'appel d'offres, l'appel de projet pour le financement, on a voulu un peu marquer le pas puis se lancer dans un projet qui était vraiment perceptible sur le terrain, là, donc par les usagers, par les intervenants. Puis c'est sûr que pour faire quelque chose qui allait être périn, durable, ça ne serait pas une formation ou un outil qui allait faire la différence. On a plutôt préconisé une approche là, de développement organisationnel. Donc, on a travaillé de front différentes composantes de vision, de rôle des gestionnaires, de créer des ambassadeurs, de travailler en pair, développer des outils pour les usagers, mais des outils pour les employés aussi. Et puis associer à ça beaucoup le rôle du gestionnaire et puis la mesure de tout ça, le pilotage. Fait que c'est un peu le big picture. Puis le cœur de ça, c'est une série de 7 capsules. Donc, c'était des moments en équipe là, pour se parler de gestes clés qui vont dans le sens du partenariat. Et puis, on n'a pas tout fait ça jusqu'à maintenant parce que c'est d'envergure. Puis il y a eu 6 vagues de COVID. Là, mais là, dans les derniers mois, on a 10 équipes sur 20 qui ont brisé la glace, qui ont fait 1, 2, 3 capsules et puis on chemine. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à nommer. Je te laisserai peut-être compléter, Nicole. Oui, j'ajouterais tout simplement un petit complément
d'informations, oui, sur le projet. Alors, oui, c'est un changement de culture. Il a été question beaucoup ce matin de changement de culture, mais on trouvait ça important de s'inscrire aussi dans une démarche de renforcement des compétences des intervenants qui offrent des services de soutien à domicile, parce qu'on prend pour acquis que les gens, les intervenants, en font déjà du partenariat. Alors, on ne voulait pas arriver puis dire aux intervenants, on a quelque chose de nouveau qu'on met sur la table, puis là, il faut que vous développiez vos compétences parce que vous ne connaissez pas le domaine du partenariat. Alors, vraiment, les capsules dont parlait Jean-Guillaume, l'accent est mis sur qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau du partenariat? Ah oui, rencontrez-vous des obstacles des fois quand vous essayez de mettre en place telle ou telle pratique quand vous êtes en présence des usagers? Alors, c'était vraiment important au niveau des capsules qui ont été créées de ne pas arriver puis dire voici comment il faut faire quand on fait du partenariat, mais plus d'offrir un espace d'échange pour les intervenants plutôt que leur dire voici ce qu'il faut faire. Alors, c'est quand même un élément qui a beaucoup marqué, là, qui a coloré tout le déploiement du projet à ce niveau-là. Merci beaucoup. On va passer maintenant du côté de l'ICM. Pour rappel, la question, c'est que vous aviez un projet de révision d'une trajectoire de soins et services pour votre établissement. Alors, quelle était la spécificité de votre projet du côté de l'ICM? Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir qu'on partage notre courte expérience en partenariat à l'Institut. Le bureau est ouvert depuis septembre 2020 seulement. Et ce projet-là était vraiment le projet phare du développement du partenariat à l'Institut de cardiologie de Montréal. Nous, on s'est attaqué à la clientèle des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. Clientèle importante, là, on parlait de cardiologie tout à l'heure et de l'impact des maladies chroniques pour les établissements au Québec. L'insuffisance cardiaque, c'est 25% des hospitalisations à l'Institut. C'est 750 000 personnes atteintes d'insuffisance cardiaque au Canada et c'est une maladie qui est en augmentation annuellement. Donc, on a fait ce projet-là vraiment en partenariat, il faut que je dise, et je remercie d'ailleurs le CEPPP qui était en partenariat avec nous à l'Institut pour ce projet-là et qui servait aussi de formation pour moi avec le partenariat. Malgré plus de 35 ans dans le réseau, je n'étais pas là, habilité à être coordonnateur en partenariat. Donc, ce projet-là a servi pour moi de formation. Donc, on a réuni des patients, on a trouvé des patients partenaires qui étaient bien sûr atteints d'insuffisance cardiaque. On avait 7 patients partenaires. L'importance de l'identification des patients, vous le savez tous, on est conscient de ça ici, d'avoir les bons patients pour le bon projet. Donc, on voulait vraiment avoir différents types de patients partenaires, dont Robert est un de nos 7 patients partenaires. On en avait des plus jeunes, on en avait des plus âgés, avec des diagnostics ou des causes différentes d'insuffisance cardiaque. Alors, on a réuni ces 7 patients partenaires-là et on avait des professionnels de la santé, bien sûr. On parle de travailleuses sociales, on parle d'infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque, de la clinique d'insuffisance cardiaque de l'Institut. On avait des infirmières conseillères des soins infirmiers, les gens du CEPP, moi-même, bien sûr. Et on avait un médecin qui regardait ça de loin, puis qui est venu à une rencontre, je crois, là, finalement, dans le processus. Fait que, voilà. Fait qu'on a fait des narrations avec ces patients-là. On les a bien sûr préparés à faire ces narrations-là. On les a sollicités on leur a parlé du partenariat, on leur a donné une formation 101 sur le partenariat et on leur a dit « Préparez-vous à telle rencontre, on va essayer de vous remémorer là, votre histoire de vie avec l'insuffisance cardiaque. » L'idée étant d'avoir le parcours de soins des premiers symptômes, voir le niveau de diagnostic de l'insuffisance cardiaque, aller vraiment jusqu'à la fin du parcours. On avait aussi des proches aidants qui avaient vécu là, le décès de leur être cher, là, souffrant d'insuffisance cardiaque. Donc, on avait tout l'enjeu des soins palliatifs là, avec l'insuffisance cardiaque. Et ça reste simple en soi. On les a écoutés, puis on a fait des narrations. Les gens étaient prêts, puis on partageait volontiers ce qu'ils avaient vécu avec eux, les enjeux, les difficultés, les bons coups aussi, parce qu'on fait des bons coups dans le système de santé aussi, puis qu'est-ce qu'ils aimaient. Et on a fait ces narrations-là qui demandaient beaucoup de temps. C'est un des constats qu'on fait. Ça prend du temps faire ce type de projet-là. Mais la valeur est tellement bonne après, puis c'est tellement mobilisable après. On a fait beaucoup de rencontres avec ces patients-là et les professionnels pour valider leur narration, s'assurer qu'on avait bien
écrit et décrit ce qu'il avait vécu. Et à travers tout ça, on a monté une trajectoire de soins, les premiers symptômes, la première arrivée dans le réseau de la santé, comment ça a été, à l'hôpital, comment ça avait été, pour vraiment cheminer des premiers symptômes aux soins palliatifs. Et je vous invite bien sûr à lire notre rapport et à voir tout l'organigramme qu'on a fait là, du cheminement de ces patients-là. Par la suite, bien sûr, on a trouvé 4 enjeux majeurs. Et ça a donné 18 recommandations là, pour améliorer les services à cette clientèle-là. Il y a déjà des recommandations qui sont en cours, qui sont déjà faites, et il y en a d'autres qui vont venir là, dans les prochains mois. Donc, en gros, ça ressemblait à ça. Robert, est-ce que j'ai dit la vérité? Je dirais même que tu as tout dit. Excellent. Excuse-moi, Robert. Oh, je suis pas mécontent. Moi, on m'a demandé de faire partie de Patients Partenaires en 2019, juste un peu avant la pandémie. Ensuite, Hugues est arrivé. Pendant la pandémie, ça a été ralenti par la pandémie. Hugues est arrivé, là, ça a été restructuré. Mais c'était le côté de tout le personnel qui faisait partie du projet. On les sentait tous dans le même bateau. Ils voulaient tous aller, pas tout à fait au même endroit, mais de la même manière, de s'assurer qu'il y ait un lien entre les patients et les services professionnels, chose qui, d'après moi, ils ont réussi. Je me suis senti, je me suis senti utile dans ce que j'avais à dire. Et puis, je n'étais pas obligé absolument de participer plus qu'il fallait que pour moi-même. J'ai bien ressenti le rôle qu'on m'a donné. Avec le rapport final que j'ai vu, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment par toutes les émotions qu'on peut passer, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie cardiaque, mais qui est très complexe parce qu'avec un paquet de symptômes différents, il y a quasiment autant de symptômes que de gens qui l'ont. Et puis, c'est pas parce qu'il y en a un qui a certains symptômes que l'autre va l'avoir, mais ça revient tout le temps à la même chose. Et puis en plus, il y en a qui vivent avec l'insuffisance cardiaque depuis plusieurs mois, peut-être quelques années, sans le savoir. Fait que c'est pas toujours si évident que ça. Fait que j'ai apprécié le fait, surtout, du respect et de l'écoute du monde médical envers le patient. Souvent, autrefois, on rentrait dans le bureau d'un médecin, puis c'est « écoute, je vais te dire qu'est-ce que tu as, écoute, je vais te dire ce que tu vas faire, puis écoute ». Puis le principe du patient partenaire, c'est complètement à l'opposé de tout ça, parce que c'est vrai qu'on a une expérience que les médecins n'ont pas. C'est de vivre la maladie, et puis ça, on aura beau avoir les doctorats qu'on voudra, il n'y a rien qui enlève la connaissance de le vivre. Et puis c'est ce que j'ai senti tout au long du processus, le respect et la compréhension que nous, on le vit. On ne la connaît pas, mais on la vit. Et j'adore. Je me suis impliqué dans quelques autres projets parce que j'y crois et j'aime ça. Voilà. Merci. Je le savais que tu avais quelque chose à rajouter, Robert. Merci pour ce partage, M. Loma. En fait, ça nous porte très bien vers la prochaine question que vous avez déjà partiellement, du côté de l'ICM, répondu. Quel est le rôle joué par les usagers partenaires dans le projet? Je pense que vous l'avez quand même assez bien décrit. Est-ce que vous pouvez peut-être aller un peu plus loin dans la valeur? Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée de travailler en partenariat dans ce genre de projet? Bien, la valeur ajoutée, c'est la crédibilité de l'information. Moi, ça fait 37 ans dans le réseau. C'est pas Hugues Villeneuve qui dit quelque chose, c'est pas selon l'impression d'Hugues Villeneuve et son expérience. Non, c'est les patients qui le disent. C'est l'expérience vécue des patients. Et ça, pour l'avoir vécu en rencontre, soit la DSI, DSM ou rencontre, quand je mets mon mot, puis je dis c'est les patients qui me le disent, c'est les patients qui l'ont vécu. Ça arrête la discussion là et c'est pas non, je suis pas d'accord avec toi, Hugues, c'est pas ça, puis ta vision est pas bonne. C'est pas ma vision, c'est la vision des patients, puis on vous la met en plein visage et prenez-la, il faut s'ajuster à ça. Donc, c'est vraiment ça la force du projet, c'est la crédibilité du contenu.
Et il n'y a personne qui va venir contredire ce que les patients vivent. Alors, c'est vraiment un levier de mobilisation et de changement très puissant à ce moment-là. Excellent, merci. Ça me rappelle d'ailleurs, dans une conférence lundi, Vincent Dumais était en train de raconter comment en 2010, sans la crédibilité de son expérience, tout ce projet-là du partenaire patient n'aurait jamais décollé comme il a décollé, parce qu'il portait la crédibilité de son expérience d'hémophile contaminé par le sang contaminé. Donc, maintenant, du côté du Sius Estrichus, est-ce que vous voulez peut-être nous rappeler le rôle joué par les usagers partenaires dans votre projet et la valeur ajoutée de travailler en partenariat? Oui, je vais y aller, puis Jean-Guillaume pourra compléter. Alors, vous avez sûrement compris que les questions, on les a reçues d'avance. Hein? Alors, je m'étais préparé une belle réponse bien structurée, puis depuis ce matin... On va se permettre de... Je vais quand même parler des éléments que j'avais prévus, mais sauf que depuis ce matin, il y a toutes sortes de liens qui se font. J'entends les gens dire des choses, ah bien nous aussi, ah bien nous aussi. Alors, vous voyez, la feuille que j'ai ici, c'est pas la réponse que j'avais préparée, c'est les petites notes que j'ai prises depuis ce matin. Non, tu n'as pas besoin de la donner, ça va. Alors, écoutez, au sein de notre équipe, là, au CIUS de l'Estrichus, c'est clair que le rôle de l'usager partenaire, il est primordial. Si on pense à ce qu'est le partenariat, eh bien, ce sont des intervenants de différents milieux, différents types d'intervenants qui mettent en commun leur expertise en vue d'un but commun. Alors, c'est sûr que dans un projet comme le nôtre, au niveau du soutien à domicile, eh bien, les premières personnes concernées, ce sont les usagers, les usagères ainsi que leurs proches qui reçoivent des services de soutien à domicile. Alors, si vous me permettez l'expression anglophone « bottom line », c'est pour eux qu'on travaille. Alors, c'est important que dans cette mise en commun des différentes expertises, eh bien, que l'expérience de l'usager et des proches soit reconnue, puis qu'elle soit valorisée aussi. Tantôt, à l'heure du dîner, je disais à Jean-Guillaume, j'ai l'impression qu'on va prêcher à des convertis avec les expériences qui ont été données ce matin, les différents exemples qui ont été donnés. On voit que pas mal tout le monde est convaincu là, déjà de la part des usagers, des usagères, des proches et puis des patients partenaires. Mais je vais quand même dire un peu concrètement comment ça s'est passé pour nous. Alors, à 2 reprises ce matin, dans des témoignages de patientes partenaires, si je ne me trompe pas du nom, je crois de Nathalie et Guita, dans l'atelier sensibilisation, elles ont parlé d'avoir pu s'impliquer dès le début du projet. Alors, chez nous, ça s'est passé comme ça aussi. À partir du moment où il y a eu l'appel de projet, le QC, donc le comité des usagers du centre intégré, a été interpellé pour appuyer le projet. Alors, peut-être qu'on aurait pu se contenter de signer une lettre d'appui au projet, mais tout de suite, il y avait un intérêt pour ce type de projet. On y croyait et on s'est impliqué vraiment, c'est ça, depuis le tout début avec un engagement là, qui s'est maintenu. Alors ça, pour moi, c'est un élément important. On a consulté aussi dès le début du projet, par entrevue téléphonique, environ 70 usagers, usagères, proches aidants, de façon à saisir un tout petit peu plus qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans les pratiques de partenariat. Alors ça, c'est des éléments qui nous ont beaucoup servi tout au long du déploiement du projet, de la planification, de savoir sur quoi miser pour améliorer, parce que comme je le disais tantôt, le partenariat, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Les intervenants travaillent déjà dans une perspective de partenariat. Et à l'intérieur des capsules, aujourd'hui, on peut encore utiliser certaines choses qui nous ont été dites lors de ces entrevues téléphoniques-là par des usagers, usagères. Aussi, une fois qu'on a reçu la réponse positive du ministère pour aller de l'avant avec le projet, donc dès le début, il y a un proche aidant qui s'est joint à l'équipe. Alors, moi, je représente le comité des usagers. Au CIUS de l'Estrichus, on essaie beaucoup d'avoir une personne qui représente les comités des usagers, une personne issue des comités des usagers, et un usager collaborateur ou un usager partenaire. Donc, c'est une personne qui était proche aidante et qui le vivait encore. Moi, pour ma part, mes parents sont décédés il y a environ 15 ans et puis j'ai été proche aidante pour eux, mais c'était un peu plus loin. Alors vraiment, j'entends encore aujourd'hui cet usager collaborateur, proche aidant qui disait, vous savez, quand je vivais telle ou telle chose, j'aurais eu besoin d'eux.
vous savez, j'aurais aimé qu'on me demande telle ou telle chose. Et vraiment, ces commentaires, ce qu'ils nous apportaient comme expérience personnelle en tant que proche aidant, a beaucoup, beaucoup teinté tout le travail qui a été fait. Alors, ça a influencé les réflexions qui ont été faites, ainsi que la conception des outils. Je pense que tu n'en as pas parlé tantôt, les outils. Un des outils qui a été développé, là, donc, qui est présenté à l'intérieur des capsules qu'on fait avec les intervenants, c'est d'identifier tous les gestes clés du partenariat. Alors, dans les gestes clés, quand je regarde ce qu'il y a là, je dis « Ah, ça a été mis là à cause de telle chose qui a été dite par le proche aidant. Ça aussi, c'est là à cause de telle chose. » Donc, il a beaucoup, beaucoup influencé. Et c'est ce qui est dit depuis ce matin, n'est-ce pas, que vraiment de faire connaître ce qu'on peut vivre comme expérience d'usager ou d'usagère, ça apporte vraiment beaucoup au niveau du partenariat. Il y a des gestes clés qui ont été identifiés pour les intervenants. Et puis ce matin, on parlait beaucoup de... il faut former aussi les usagers à exercer leur rôle de partenaire. Alors peut-être qu'on ne le nommait pas de cette façon-là, mais c'est vite devenu évident pour nous qu'il fallait aider les usagers qui reçoivent des services de soutien à domicile. Il fallait les aider à exercer leur rôle de partenaire qui est attendu d'eux. Donc, on a conçu un cahier de l'usager, donc un genre de petit guide très simple qui lui permet d'une part de savoir que nous voulons travailler en partenariat avec lui et aussi avec le proche. Et il y a d'ailleurs une section du cahier de l'usager qui est consacrée spécifiquement au proche aidant. Et lorsqu'on a travaillé sur ce cahier de l'usager-là, eh bien, je pense que notre rôle, le proche aidant et moi-même, c'était d'amener vraiment à simplifier cet outil-là. Je crois que c'est Grita ce matin dans l'atelier sur la sensibilisation qui disait « J'ai aidé à rendre le texte plus accessible ». Alors, on avait cette préoccupation-là aussi. Moi, je me souviens, par exemple, ce matin, il a été question, on a utilisé 3 fois, je l'ai entendu, le terme « projet de vie ». Et il était question de demander dans le cahier de l'usager à l'usager, quel est votre projet de vie? Et tout de suite, moi, j'ai eu derrière la tête l'image de ma mère qui avait plus de 90 ans. Voulez-vous vous moquer de moi? Un projet de vie à 95 ans? Alors, je comprenais, et là, on se dépêchait à m'expliquer que oui, mais même si la personne est âgée, elle peut avoir des besoins, des rêves. J'ai dit oui, c'est sûr, mais parler de projet de vie à ma mère, là, elle va décrocher complètement. Donc, les termes projet de vie ont été éliminés dans les questions du cahier de l'usager, mais ce qu'on entendait derrière ça a quand même été introduit. À un autre moment, il était question, et là, je peux regarder Jean-Guillaume du coin de l'œil, d'avoir un genre de tableau où on pourrait cocher ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Moi, j'aime ça, les tableaux. Il aime ça, les tableaux. Les gestionnaires utilisent beaucoup de tableaux de bord, mais là, encore là, j'ai eu l'image de ma mère, puis j'ai dit non. J'ai dit, il faut rendre ça un peu plus simple. Ce n'est pas des gens qui sont engagés, là, puis qui ont le métier là, pour savoir qu'est-ce qu'il faut cocher. Puis il ne faut pas que ça devienne une tâche qu'on nous demande. Il faut vraiment que ça soit dans un projet de co-construction, comme ça a été nommé aussi ce matin. Alors, c'est vraiment d'être partie prenante de l'équipe. Et puis, je dirais, pour répondre à votre question, là, le deuxième volet, quelle est la valeur ajoutée? Eh bien, la valeur ajoutée, c'est vraiment d'assurer que le point de vue des personnes pour qui l'on fait tout ça est toujours pris en considération, de ne pas le perdre de vue. Puis, comme je mentionnais tantôt au tout début, bien, moi, je pense que pour que ça puisse fonctionner, il faut que les usagers partenaires qui cheminent à l'intérieur d'un tel projet puissent être partie prenante de l'équipe dès le point de départ. Je me suis toujours sentie une membre de l'équipe et pas comme quelqu'un qui était un peu un annexe là, au travail de cette équipe-là. Brièvement, là, moi et Nicole, on est les seuls membres du projet qui sont restés depuis le début. Tu sais, on disait qu'il y a un fort roulement de personnel. Là. Tout le monde a changé dans les 2 dernières années et demie, sauf la membre du comité d'usagers puis chef à l'expérience usager. Peut-être juste rapidement dire sur la valeur ajoutée là, de la participation des usagers. Je trouve que les usagers nous aident beaucoup à bien définir la situation actuelle, puis à imaginer la situation idéale ou la situation désirée, puis ils n'ont pas les mêmes filtres ou les mêmes contraintes ou les mêmes freins qu'on peut avoir. Fait que ce qui fait que ça nous aide beaucoup à sortir de nos sentiers battus.
on dirait qu'ils nous aident à se reposer des questions qu'on ne se pose même plus parce qu'on est pris dans nos affaires, dans nos tableaux, je ne sais pas. Puis, de fil en aiguille, ça nous amène à innover puis à faire autrement. Et puis, souvent, ce que je constate quand on capte davantage l'expérience d'usager, c'est qu'ils nous amènent à travailler plus en amont des trajectoires, plutôt que d'être en deuxième, en troisième, puis à la quatrième ligne. Ils vont souvent nous amener vers la prévention, la première ligne, le domicile. Souvent, ils vont aussi voir, ils vont plus nous parler d'interdisciplinarité. T'sais, nous autres, comme on fonctionne en type d'emploi en silo, puis en spécialité, puis eux autres, ils nous parlent beaucoup plus d'équipe. Puis souvent, ils vont nous aider à rééquilibrer les efforts qu'on met en santé physique par rapport aux services sociaux. Souvent, ils nous amènent à valoriser davantage le service social dans tout ça. Puis, M. Lomas, tantôt, vous en parliez, l'insuffisance cardiaque, ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. Bon. Puis en terminant, de travailler avec des usagers, ça nous aide beaucoup à faire plus de place au pouvoir d'agir de l'usager et de ses proches. Puis l'exemple de Nicole tantôt, là, elle disait, le volet proche aidant, il a vraiment été mis sur la table de par la participation des usagers. Mais donc, revoir les soins et services pour qu'il y ait plus de place au pouvoir d'agir des usagers, des proches, ça, c'est d'entendre plus la voix des usagers dans la conception des soins et services, ça nous aide à faire plus de place dans la prestation. Merci, c'est très intéressant. On est face à deux contextes cliniques très différents j'ai l'impression, deux projets. Moi, je m'intéresse, je digresse un peu de la liste de questions parce que je pense que vous avez déjà répondu à beaucoup d'entre elles. J'ai l'impression que, M. Villeneuve, tantôt, vous avez mentionné des recommandations. Vous avez mené 18 recommandations. En vous écoutant du côté CHUS, du côté Estrie-CHUS, j'ai l'impression que vos recommandations étaient, ou en tout cas, je ne sais pas quelle forme ça a pris, mais c'était beaucoup du côté de qu'est-ce que le proche aidant a besoin, donc vulgariser les documents, créer des matériaux éducatifs et de soutien. Mais je serais curieux de savoir du côté ICM, en fait, vos recommandations, de quelle nature elles étaient? Est-ce qu'elles étaient plus envers les modifications du côté des professionnels de la santé, du côté de l'organisation des soins et services tout au long de la trajectoire, ou est-ce qu'il y en avait aussi sur les besoins du patient dans son cheminement? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'était très, très global. Les 4 grands enjeux qu'on a trouvés, nous, c'était déjà au niveau du diagnostic de l'insuffisance cardiaque en première ligne. C'est souvent des symptômes variables et puis il y a des retards dans le diagnostic qui fait que les patients retournent à la maison, puis la maladie là, va s'amplifier par la suite. Fait qu'il y avait des enjeux là. Beaucoup en termes de soutien psychologique. Robert en parlait tout à l'heure, et les gens vivent ça à la maison, baisse d'énergie, ça amène des enjeux au travail, des enjeux financiers. Il y a vraiment une cascade là, qui fait que les gens peuvent être en souffrance psychologique. On a des enjeux de connaissance de la maladie. Hein. Il y a beaucoup, le développement des compétences des patients est vraiment important. Puis on avait un enjeu d'accessibilité là, importante aux soins palliatifs là, plus tôt dans le processus. Là, pas comme tu es dans la dernière semaine de vie puis on t'introduit aux soins palliatifs. Je vais me permettre de partager une belle... On avait aussi, sur les 18, et je vois Edith et Michel qui est là, puis c'est pour ça que je vais profiter de partager cette expérience-là. On voulait impliquer le patient et sa famille dans les rencontres multidisciplinaires, justement pour l'aspect psychologique et l'aspect formation du patient, puis l'intégrer à l'équipe, là, finalement. Alors, on a invité Edith et Michel à nous faire la formation là, de 3 heures avec l'équipe du CEPPP. Là. On avait réuni tous les gens qui travaillent dans une unité de soins, physio, ergo, nutritionniste, pharmacien, infirmière, bien sûr, chef de service. On était à peu près 18 dans la salle. J'avais réussi à accrocher un médecin. Dans toutes les CM, je courais partout, ça me prend un médecin. Finalement, il y a un médecin qui est venu à la dernière journée, dit Hugues, je vais y aller, tu sais, puis sans trop, là, en étant débordé, bien sûr, c'est pas de la mauvaise foi, les gens sont super occupés. Là. Le médecin est venu à la formation, et puis la formation se passe, je pense que ça a bien été. Beaucoup d'échanges durant le cours de cette formation-là. 2-3 semaines après la formation, le seul médecin présent m'interpelle dans le corridor, il me dit « Hugues, on a fait une rencontre multi.
On a impliqué la famille. C'était un cas qui était difficile. Il y avait beaucoup d'enjeux. J'ai demandé de faire une rencontre multi avec eux. Et on a procédé, puis ça a été un succès. Le médecin a les yeux ouverts, rayonnants. Puis j'ai dit, hey, c'était le vendredi, je m'en allais. Il était comme 4 heures l'après-midi. Puis on travaille tous en partenariat. On le sait comment ça peut être long pour avoir du succès puis avoir un changement dans une organisation. Tu sais, on sème des graines, on pousse. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans une urgence où tu pousses la seringue puis il y a une réaction. Là. Tu vis, tu meurs, il y a quelque chose qui se passe maintenant. En partenariat, c'est un bateau qui chemine tranquillement. Et là, le médecin était tellement content de cette réussite-là d'équipe. J'ai dit, hey, tu viens de faire ma semaine, toi. Même mon mois, finalement, parce que tu me donnes un exemple concret. Et la force était que le médecin était là, il était impliqué, puis tout le monde était impliqué. Fait que c'était vraiment une belle expérience à ce sujet-là. Et puis, peut-être qu'une question que je poserais peut-être aux deux équipes, c'est vous avez fait l'exercice donc de développement, de co-construction d'une trajectoire de vie avec d'un parcours de vie avec la maladie avec des patients partenaires qui ont mené à certains résultats. Pensez-vous que, dans l'expérience que vous en avez vécue, pensez-vous que, par exemple, vous avez, je pointe l'ICM parce que vous avez nommé 18 recommandations, donc c'est assez quantifié. Pensez-vous que, mais je pose la question aux deux, pensez-vous que cette démarche-là de développement de trajectoire de soins, est-ce que vous voyez un potentiel plus grand pour l'amélioration des soins et services dans votre contexte? Peut-être que je commencerai avec le monsieur Sestrichus. Bien, pas plus tard qu'hier, j'avais un échange avec les collègues dans mon service, puis on se disait que l'espèce d'exercice qu'on a fait où on a pris le processus clinique, dans ce cas-ci du soutien à domicile, puis qu'on a été y associer des gestes clés à chacun du processus clinique, qui reviennent tous à mieux informer, mieux écouter, mieux consulter, mieux engager, toujours selon les intérêts, la capacité des gens, de l'usager de ses proches. Bien, cet exercice-là, ça va être beaucoup plus facile de le répliquer dans d'autres secteurs. Puis en jeunesse, on parlait d'air ouverte, il y a ça aussi, puis en santé mentale, puis en réadaptation. Puis donc, effectivement, il y a des apprentissages transversaux qui font que... Puis j'aurais tendance à dire aussi... parce que là, on se lance vraiment dans un autre déroulement de questions-réponses, là, mais... On teste votre réactivité. Ouais. Mais le fait d'avoir travaillé, tu sais, je disais un peu multimodal, là, d'avoir, oui, développé des outils, mais aussi avoir travaillé sur les habiletés des équipes, mais pas oublier le rôle des gestionnaires, parce que tout ça, il faut que ça soit cohérent. Puis je me permets une petite caricature ici, là, pour illustrer, puis il faut la prendre un peu avec un grain de sel, mais il y a quand même un petit fond de vérité dans tout ça. C'est, quand on a parlé aux usagers, ils nous ont dit beaucoup de choses, mais ils ont dit « Ah, c'est intéressant que vous travaillez sur le partenariat, mais vous devriez le dire à vos intervenants, par exemple, parce que ça ne paraît pas toujours. » « Ah oui, comment ça? » « Ben, tu me parles de plan de soins, là. Je ne savais même pas que j'avais un plan de soins. » Ou « Oui, j'ai un plan de soins, je l'ai signé, mais je ne savais pas que je pouvais l'influencer, par exemple. » Ou « Je ne le comprends pas, mon plan de soins. » Fait que, après ça, on va parler aux équipes. Puis les équipes me disent « Pourquoi tu nous parles de partenariat? Là, on a appris ça à l'école, on fait ça tous les jours, travailler en partenariat avec les usagers. Là, c'est le B.A.B.A. Pourquoi qu'on parle de ça? » Puis là, quand on leur relate un petit peu le portrait qu'on a entendu des usagers, ils nous disent « Ah, ben ça, faudrait que tu parles à mon boss, par exemple. Parce que moi, je veux bien, mais j'ai pas les conditions pour faire ça. » Puis après ça, quand on parle aux gestionnaires, on dit « Ben là... nous autres, la reddition de compte sur les coûts, sur l'accès, sur les ressources humaines, mais il n'y a pas grand reddition de compte sur le partenariat. Puis ça va être quoi vos indicateurs? » Puis, fait que c'est pour illustrer la variabilité des préoccupations. Puis on s'entend, là, en soutien à domicile, à tous les jours, il y a des intervenants qui travaillent en partenariat avec les usagers. Puis à tous les jours, il y a des chefs de service qui encouragent le partenariat, mais c'est tout individu dépendant. Il n'y a rien de systématique, puis c'est ça le projet, là, c'est de se dire qu'on soit jour, soir, nuit, de quoi individu la mégantique. Ce qui est en place fait en sorte qu'on va mieux informer, écouter, consulter, engager les usagers. Fait que ça, c'est un apprentissage qu'on a fait en soutien à domicile, mais qui se réplique aussi dans tous les secteurs, selon moi.
que j'ai le temps d'ajouter quelque chose? Oui, oui, certainement. D'accord. À l'intérieur du projet, il y a aussi des mesures qu'on fait. Alors, oui, pérennisation, puis au niveau d'autres secteurs aussi, au CIUS de l'Estrichus, mais à l'intérieur même du projet, il faut se soucier de la pérennisation du projet. Alors, il y a des mesures qui sont faites, parce qu'on est encore en déploiement, là. La pandémie a retardé le début des capsules et tout, mais une mesure qui est prise auprès des intervenants avant leur participation aux capsules ou au tout début de leur participation aux capsules d'échange et de sensibilisation en partenariat, et après aussi pour qu'on puisse voir s'il y a eu une évolution, mais ça devient aussi un outil de rétroaction aux intervenants pour qu'on puisse continuer de s'adapter. Il ne faut pas non plus dire, bon, ils ont eu les 7 capsules, on passe à la prochaine équipe, on passe à un autre secteur. Je pense qu'il faut se soucier de maintenir cela dynamique. Il y a aussi une mesure de qualité, d'évaluation de la qualité perçue qui se fait de toute façon à l'intérieur de l'établissement. Mais on a ajouté quelques petites questions pour aller vérifier, notamment auprès des usagers de soutien à domicile, comment ça se vit au niveau du partenariat. Alors, est-ce qu'on se leurre? Est-ce que le fait que les intervenants vont avoir été sensibilisés, on va pouvoir avoir des mesures d'amélioration, on va pouvoir voir une amélioration à travers les mesures, et ça aussi, pour moi, c'est important au niveau de la pérennisation de la pratique, de rester actif à ce niveau-là. Puis peut-être le dernier élément, c'est l'engagement des directions. Alors, ça a été nommé ça ce matin, l'engagement des gestionnaires. Alors, on a l'impression vraiment qu'il y a un engagement de la part des gestionnaires. Jean-Guillaume a parlé d'un projet multimodal, mais il était aussi multidisciplinaire. Alors, plusieurs directions ont participé à la construction des outils, puis aussi à l'ensemble du déploiement du projet, à la planification, l'orientation et tout. Alors ça, je pense que c'est un élément important aussi. Puis peut-être le dernier tout petit élément, c'est dès le début du projet, on s'est dit, on ne peut pas non plus demander aux intervenants ou dire aux intervenants, on va vous sensibiliser, on va vous former à une meilleure pratique, un renforcement dans le fond de vos pratiques de partenariat, si on n'agit pas nous-mêmes en partenariat avec eux. On se doit d'être des modèles de la co-construction et non seulement dire, bien, nous, on a beaucoup travaillé là, sur la notion de partenariat et on va vous dire ce qu'il faut faire. Alors, il faut être à l'écoute aussi des intervenants, des usagers, oui, mais des intervenants aussi. Donc, c'est ça. Il faut qu'on soit un modèle. Sinon, je pense que ça va s'essouffler tout simplement. Et on espère que c'est un modèle là, qui va s'intégrer de plus en plus dans l'ensemble des pratiques, autant de gouvernance que des pratiques cliniques. Merci. Du côté de l'ICM, je ne sais pas si est-ce que vous avez des réactions face aux commentaires de vos copanélistes ou si vous voulez rajouter à cette question qui était de voir si vous avez votre projet de co-construction de trajectoire de soins a mené à des retombées que vous avez nommées, un certain nombre de recommandations. Mais est-ce que vous voyez d'autres potentiels derrière cette approche-là? Bien, ça a impliqué beaucoup de professionnels. En fait, c'est sûr que c'est moi, mon approche à l'ICM depuis que je suis en poste, là, septembre là, 2020, c'est vraiment la contamination par projet positif, démontrer qu'il y a une valeur ajoutée à chacun des projets, puis il y a vraiment une contamination. Comme je disais au début, je courais après les projets pour dire hey, on a un petit projet de partenariat, puis là maintenant, c'est les gens, c'est moi qui cours pour me sauver des projets pratiquement. On a quand même fait près d'une 40aine de projets là, depuis septembre 2020 et ce projet-là a contaminé là, les professionnels qui étaient là. Et il y a quand même de nombreuses recommandations qui ont été mises en place aussi. Et je crois qu'on ne pourra pas faire les 18 probablement. Il va y avoir une priorisation au niveau budgétaire aussi. Mais ça a vraiment servi de levier de développement. Puis, Robert, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, c'est comme la plupart des projets, c'est tout le temps les premiers qui ont approuvé le bon sens de quelque chose. Comme pour les professionnels à l'ICM, ça a pris un certain temps avant qu'on puisse avoir des professionnels qui sont très occupés. Puis eux autres avec, il y en a qui l'ont avoué, qui ont appris, ben oui, je ne pensais pas que tu pensais ça, ou des choses comme ça. Puis là, la viabilité, elle est là de plus en plus. La disponibilité, peut-être pas, mais la volonté est là. Puis on sent, au moins, moi, en tant que patient et aussi en tant que patient partenaire, je me sens utile à quelque chose, là, dans le sens que mon expérience sert à quelque chose. Et puis, il y a un vouloir de l'autre côté
Parce que le service de la santé a toujours voulu bien faire. C'est juste qu'à un moment donné, il faut tout embarquer dans le même train pour que ça aille bien. Quand on est tous sur des autoroutes différentes ou sur des rails différentes, bien là, c'est plus dur de rassembler le monde. Mais si on réussit à rassembler le monde et à se parler, ça, c'est pas juste dans la médecine, là, partout dans la société. Là. Si on arrête de parler pour rien dire, puis qu'on se parle vraiment, bien là, on va peut-être aboutir à des bonnes choses. Puis je pense qu'un projet de même, ça s'en va vers ça. Je pense que oui. Ben, j'ai ajouté, je vous recommande, vous avez des enjeux dans vos organisations, des défis importants, là, vraiment y aller par parcours de soins comme on a fait, c'est vraiment, je vous le recommande, c'est exigeant, ça prend du temps. Ça prend les bons patients qui ont les bonnes expériences de soins jumelés aux bons professionnels impliqués. Mais le résultat est très porteur et la valeur, après ça, ça va faciliter votre travail pour arriver avec des changements là, en lien avec ce que vous voulez faire. Mais c'est clair, c'est quelque chose, c'est un long processus, il faut écouter les gens, il faut écrire des narrations, il faut multi-rencontres. De là que ça a été vraiment un défi avec la COVID de maintenir cette mobilisation-là, puis les rencontres. Puis plus on est de monde, plus la disponibilité devient un enjeu. Les fameux doodles, on devient un peu allergique à un certain moment donné. Mais vraiment, après, là, je vois après ce processus-là l'impact que ça peut avoir dans une organisation, là, autant au niveau médical, administratif. Là. Excellent. Je pense que M. Marquis voulait rajouter quelque chose. Après ça, on va passer aux questions. Oui, super, merci. Tu parlais des autres répercussions ou effets collatéraux. Là. Tantôt, Hugues nous parlait de son médecin qui a fait l'effet « wow » du vendredi à 4 heures. Là. Nous, dans les équipes qui se sont lancées, les échos qu'on a sont vraiment encourageants. Puis les gens nous disent « wow, ça fait du bien de se parler de partenariat ». Il me semble que ça fait là, 5 ans qu'on est dans une fusion, 2 ans de COVID, pénurie de main-d'œuvre, là, de revenir à la base puis se parler de partenariat puis de finalité avec l'usager. Là. Merci de prendre du temps pour qu'on puisse s'en parler en équipe puis avec notre chef puis de sentir que ça permet aussi de faire du sens avec toutes sortes de demandes de changement qui, tu sais, il y a une pression dans le réseau, là, puis c'est effervescent. Fait que vraiment, là, un autre effet qu'on a constaté, c'est oui, on veut travailler sur le partenariat, mais en travaillant sur le partenariat, ça permet de prendre soin du staff là, qui est essoufflé, puis de revenir un peu à la finalité de pourquoi on s'est engagé dans le réseau, puis de redonner un peu d'énergie. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a constaté là, dernièrement, de pouvoir rallier les juniors avec les seniors, puis de reconnaître des bons coups. Fait que ça a été une valeur ajoutée un peu parallèle. Excellent, merci. Je travaille moi-même sur des trajectoires de parcours de vie avec la maladie et je trouve qu'il est intéressant, c'est que chaque fois qu'on dresse une trajectoire, qu'on co-construit une trajectoire de soins avec des patients, on est en train de révéler une dimension du patient partenaire, le patient acteur des soins et services. On est en train de présenter, de montrer ce qu'il fait, ce qu'il vit, les étapes, etc. Et je pense que vos 2 projets le démontrent bien. Donc, merci beaucoup pour le partage. Donc, on va passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Oui. Moi, en fait, je vais m'adresser, je vais essayer de le dire aussi bien que vous, l'acronyme. Osius Estrichus. Oui, ça c'est bon. Yes! Alors, c'est par rapport à votre avant-dernière intervention où vous vous êtes très bien complété, où Jean-Guillaume, vous avez dit un peu à la blague, quels sont vos indicateurs pour qu'on puisse suivre, mettre en place cette approche-là. Puis Madame Chiasson, vous avez dit, j'ai peur que tout ça s'essouffle si on n'a pas... si on n'a pas de structure nécessairement qui nous permet justement. Est-ce que vous avez des pistes de solutions à proposer aujourd'hui aux gens? De garder Jean-Guillaume au poste qu'il occupe présentement. Je ne crois pas qu'il y a... Je vais parler, puis c'est une opinion personnelle que j'ai dite tantôt. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait préparé, là, si je peux dire. Mais je crois que ça va passer vraiment par l'engagement de l'organisation.
Alors, au niveau des directions, puis Jean-Guillaume le mentionnait, il y a beaucoup de roulements, hein, tant chez les gestionnaires que chez les membres du personnel. Alors, s'il faut penser que les gens qui participent, les équipes qui participent présentement aux capsules, bien, si dans 2-3 ans, tout ça est oublié parce que là, le projet n'est plus subventionné ou qu'on n'a pas pu avancer puis que les chefs d'unité ont changé, mais c'est la réalité du système de santé. Là, tout le monde se pose ce genre de questions-là. Alors, moi, je pense qu'à travers des outils comme l'évaluation de la qualité perçue qui nous permet de donner de la rétroaction, et il y a un bon système d'évaluation qui est mis en place justement par l'équipe de Jean-Guillaume. Il faut l'utiliser, il faut les utiliser, ces données-là, et puis resensibiliser les gens en fonction des réponses. Si on voit qu'en 2022, 2023, 2024, les éléments qui réfèrent au partenariat à l'intérieur du questionnaire de la qualité sur la qualité perçue, il y a une hausse, puis dans les années qui suivent, il y a une baisse, bien, il va falloir qu'on se réactive. Alors, ça va dépendre justement de l'engagement des directions. Puis moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis au comité des usagers, puis j'ai eu l'occasion de parler avec différentes directions, si on peut dire, et j'ai le sentiment qu'il y a cet engagement. Alors, on ne peut pas prédire l'avenir, mais c'est ça, je pense que ça passe beaucoup par ces éléments-là. Merci, Nicole, pour les bons mots. Puis, le bout de stratégie d'évaluation d'indicateurs, on est encore en train de le raffiner. On était beaucoup pris dans « OK, ça nous prend des capsules, ça nous prend des outils », puis on n'a pas la prétention d'avoir vraiment abouti notre stratégie de mesure, mais en termes de cale là, qui fait en sorte que ça ne reculera pas, puis que ça va rester là, puis que même si on change 2 fois de directeur, puis veux pas, moi, en tout cas, j'ai l'impression que le pilotage, la question de la mesure est incontournable là-dedans, puis ça, ça, on apprécierait de l'aide pour pouvoir avoir des bons indicateurs de partenariat pratico-pratique sur le domicile, mais je le vois là en ce moment, ça fait 4 ans au CIUS Estrichus que dans la planification annuelle, dans les objectifs stratégiques, on a un indicateur de partenariat avec l'usager, puis ça tire tout le monde vers le haut. C'est comme si, un peu plus tôt ce matin, là, il y avait M. Fortin qui parlait d'avoir un plan d'action transversal, mais qui avait une responsabilité dans chacune des directions. En tout cas, de notre côté, ce qu'on utilise comme mécanisme pour inciter toutes les directions à emboîter le pas, c'est vraiment via un indicateur que tout le monde est appelé à documenter. Mais c'est peut-être une réponse de gestionnaire, par contre. Là, à mesure. Non, mais c'est une bonne réponse. Mais en fait, je me dis, tous les établissements ont le même défi, là. Est-ce qu'il y a moyen qu'on partage nos indicateurs ou que les indicateurs viennent du ministère ou pour entériner ça? Je ne sais pas, je me pose la question. Est-ce que j'ai le droit de la poser? Un bon sujet de conversation pour la pause ou le cocktail à la fin. Le dernier panel. Est-ce qu'on a des questions en ligne? On a une question en ligne. Oui? Est-ce que vous m'entendez? Non. Je vais parler fort. C'est bon là. De Monsieur André Mire. Donc, il se demande comment chiffrer les gains financiers et de qualité des soins quand on privilégie l'approche patient-partenaire. Bonne chance. Je pense que je vais laisser Hugues répondre. C'est toi le gestionnaire. Non, mais honnêtement, je me sens bien démuni à partir d'une direction qualité pour répondre à ça. Puis ça fait, on fait des pieds et des mains pour être accompagnés par des chercheurs pour documenter des effets à long terme sur en quoi travailler plus en partenariat à évaluer des besoins puis élaborer des plans de soins. On va avoir une réponse mieux adaptée aux usagers, puis qu'en bout de piste, ils vont moins avoir recours à des plateaux comme les RPA, les CHSLD, les hôpitaux. Moi, je me sens très limité, là, mais si on pouvait être dûment accompagné pour mesurer des effets à moyen terme de ça, puis c'est tout multifactoriel. Je pense que c'est une super bonne question, puis qu'on aurait avantage collectivement Oui, allez-y. Je reviens aux indicateurs. Je me dis, bon, il y a toujours aussi les questionnaires de satisfaction des patients. Tu sais, si tu introduis le partenariat dans ton institution, puis tu t'aperçois que les patients sont juste plus satisfaits de tes soins, globalement, ça peut être moins spécifique, mais c'est quand même un indicateur là, important. Là. Mais il faut y attacher un signe de pièce. Il y a un bout de coût et d'accès qu'il faut qu'on documente. On a une question ici de Vincent. Vas-y.
Bonjour, moi c'est Saki, je suis patient, partenaire. Je sais que quand vous décidez de mettre en place un projet, vous aviez en tête une idée de probablement du parcours, qu'est-ce qui va être prioritaire ou qu'est-ce que vous allez aborder. Suite aux discussions que vous avez, des témoignages des patients partenaires, je suis certaine que vous voyez des changements sur les besoins que vous n'aviez pas identifiés. Et j'aimerais savoir comment avez-vous vécu ces enjeux de priorisation et de revoir votre priorité selon, en fin de compte, les besoins réels qui vous ont été transmis par les patients? Ouais, écoute, moi, c'était mon premier projet de parcours de soins que je faisais, pour être honnête avec toi. Puis, on a écouté les patients, on a essayé de voir qu'est-ce qui revenait, qui était le plus commun comme problématique, puis qui rassemblait plus de, comme Robert le disait, chacun vit ça d'une manière personnelle, avec des symptômes différents. Fait que l'enjeu était de mettre ça tout ensemble et de faire un tout et d'aller chercher les éléments les plus communs porteurs qui allait nous amener à... Moi, j'ai découvert des choses. J'étais nouveau aussi à l'Institut de cardiologie. Je ne savais pas que les soins palliatifs, c'était trop tardif, que les familles auraient apprécié que ce soit plus amené précocement dans tout ça. L'enjeu du diagnostic aussi, on s'est aperçu que les gens ont été plusieurs fois en première ligne pour être finalement diagnostiqués et démarrer un traitement. Nous, ce qu'on a mis, c'est une photocopie, finalement, de l'impression des patients à travers tout ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Bien, moi, j'ajouterais peut-être comme élément qu'on n'avait pas nécessairement, au point de départ, une vision du produit qui allait émaner de notre projet. Les outputs n'étaient pas connus. Au début, on parlait plus en termes de processus qu'on voulait mettre en place, un processus de co-construction, comme je le mets tantôt, le fait d'être un modèle de partenariat, si on veut sensibiliser les intervenants au partenariat. Mais on ne savait pas au point de départ qu'on finirait par avoir on appelle ça notre napperon, là, parce que c'est une feuille complète, recto-verso, avec les gestes clés pour les intervenants. On ne savait pas qu'on aurait ça. On ne savait pas qu'on allait bâtir un cahier de l'usager. C'est des choses qui sont venues en cours de route. Alors, je dirais que pour ajuster aux besoins qui peuvent être changeants ou en fonction de la réalité, comme on le mentionnait tantôt, bien notre projet, il fait juste de commencer son déploiement auprès des équipes d'intervenants. Alors, peut-être que maintenant qu'on voit là, comment ça se passe avec les équipes, qu'il y aura des ajustements qui vont être apportés. Mais je ne sais pas, là, Jean-Guillaume, si tu veux compléter. Bien, brièvement, moi, ce qui m'est venu en tête, c'est on se l'est dit un peu plus tôt aujourd'hui, il faut faire preuve d'humilité, puis d'être dans l'écoute, puis les usagers, les proches vont nous parler dans des mots différents, puis des fois, on ne comprend pas tout de suite, mais c'est la semaine après qu'on comprend, c'est ce qu'il voulait dire, fait que, de faire preuve d'ouverture, puis dans notre projet, un exemple ce que Nicole a mentionné tantôt sur M. Janotte qui nous a dit, ouais, vous nous parlez de... On était parti pour faire un projet sur partenariat avec l'usager dans l'élaboration de son plan de soins. La première chose qu'il nous dit, c'est l'usager et le proche aidant. C'est un peu là. Va-t-il falloir qu'on prenne soin du proche aidant aussi? On est déjà pas mal occupé avec l'usager. Ça challenge, là, la diade. La diade a challenge fort, puis on n'a pas fini d'en parler. C'est ça qui m'est venu en tête. Une idée qui me vient en tête. Ce qui est important, c'est pas d'utiliser les patients partenaires pour leur faire dire ce que toi, tu veux entendre comme professionnel. Parce que toi, tu as une vision des problématiques et tout ça, puis tu dis, tiens, on va le faire dire aux patients partenaires, puis ça va venir nous aider, puis là, on va arriver à... Non, c'est vraiment d'être ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment d'être ouvert à ce qui nous accueillir et de dire voici leur vécu là, et sans compter d'histoire. Parfait. Donc, on a 2 autres questions ici. Ouais, j'avais juste un point, mais en fait, c'était la même question. C'est encore aujourd'hui, il y a le débat de savoir est-ce que les patients partenaires doivent être partie prenante de l'élaboration des trajectoires de soins. Alors peut-être très rapidement, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui font encore des trajectoires de soins sans les patients? Qu'est-ce que vous leur diriez? Parce que ça existe encore beaucoup. Mais ce n'est pas une trajectoire. Ben, moi, je pense que les professionnels de la santé, il n'y a personne qui connaît la trajectoire.
on connaît une portion de trajectoire, puis il y a juste l'usager et ses proches qui a fait au complet. Puis la portion de la trajectoire qu'on ne connaît pas, c'est les attentes. Il y a juste l'usager qui connaît sa période d'attente. Fait que, moi, c'est sûr que quand on réfléchit en termes de trajectoire, parcours, cheminement, name it, là, mais la complémentarité, la valeur ajoutée des usagers est incontournable. Si je peux me permettre, une des premières choses que j'ai remarquées dans ce programme-là, c'est que, en tant que patient, je me suis senti écouté et non pas instrumentalisé ou tout me dire quoi faire. Si je parlais de quelque chose que je vivais, mais je me suis senti un peu plus écouté. Ça, c'est quand même beaucoup. Ça donne confiance. Puis il y a les personnes qui n'ont pas nécessairement la parole facile, qu'aussitôt que vous les mettez dans un petit coin, bien là, ils ne vous parlent plus. Comment faire de bons diagnostics si vous n'avez pas toutes les données venant du patient? Excellent. Donc, on va prendre... on a 2 dernières questions rapidement, donc ici. Oui, je vais faire vite. Rebecca Maftoul, je suis professeure de clinique et je m'occupe de la formation partenaire avec Annie Descoteaux, qui sont les cours en partenariat avec le patient aux étudiants à l'UDM. J'ai vraiment beaucoup apprécié les interventions de vous 4. Et pour moi, ce qui me frappe, c'est que ce que je comprends vraiment de manière beaucoup plus claire, c'est qu'il faut se rattacher aux planifications stratégiques. Il faut embarquer les gestionnaires parce que si on fait porter de manière individuelle le partenariat patient aux cliniciens, on ne s'en sort pas parce que ça devient une responsabilité individuelle au lieu d'être un changement systémique. De la même manière que les enjeux EDI, c'est un peu les mêmes enjeux, mais de réussir à partir de projets pilotes, on réussit à embarquer quelques first followers, je ne sais pas comment on le dit, des gens qui vont accrocher. Mais après ça, assez rapidement, de ce que je comprends, il faut vraiment réussir à embarquer les fameux gestionnaires que, des fois, comme clinicien, on a un petit peu de difficulté avec... C'est comme des solitudes qui ne se rejoignent pas souvent, mais de passer rapidement à un niveau organisationnel pour ne pas laisser les gens tout seuls à porter le gros projet du partenariat à un niveau vraiment individuel. Donc, Moi, ce que je dirais, c'est pas du top-down ou du bottom-up, c'est les deux. Exact. Parce que le piège, c'est de passer ton temps à parler au conseil d'administration puis au directeur, puis que ça percole jamais, que ça soit déconnecté. Fait que c'est cuisiner le système sous tous ses angles. Cuisiner le système sous tous ses angles, c'est vraiment un beau mot de la fin. Je pense qu'on avait une dernière. OK, rapidement. C'est juste une précision, et vous allez comprendre pourquoi. Il y a parcours de soins et il y a parcours de vie. Je suis un patient de plus de 42 ans. J'ai un parcours de vie avec beaucoup de soins. Mais comme disait Robert, dans un parcours de vie avec l'insuffisance cardiaque, puisque j'en ai fait beaucoup, c'est aussi beaucoup plus que d'autres choses, plus que juste un parcours de soins. Et je me souviens d'une expérience où est-ce que celui qui faisait la trajectoire de soins à l'Institut nous a dit « Oui, mais Sylvain, on a 500 étapes qui se passent, nous, dans le parcours de soins des patients quand ils rentrent à l'hôpital. » Mais j'ai dit « C'est parfait, on en rajoute 500 en parallèle qui sont en interaction, mais pas toujours de la bonne façon. » Alors, il faut aussi comprendre ça, puis je pense que tous les patients seraient d'accord avec moi. L'insuffisance cardiaque, c'est un mode de vie, c'est pas juste une maladie. Excellent. Donc, merci pour ce mot Juste de la une fin. petite dernière intervention. Je voudrais me faire ma France Laverdière de moi-même. Je veux remercier des gens qui ont été importants pour notre développement. Je regarde les gens de la Cité de la Santé, du CHUM pour le partage, nos groupes de patients partenaires accompagnateurs. C'est un peu la force du partenariat, c'est le partage de notre expertise. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis sans vous, je pense ça aurait été plus dur pour nous. Donc, je tiens à vous remercier. Les gens du ministère, du CEPP, bien sûr. Voilà, j'ai fini d'être ma France Laverdière. Parfait. Merci beaucoup. Une main d'applaudissement pour nos panélistes.